Des milliers de Français partent à Dubaï chaque année. Mais 70% d'entre eux reviennent ruinés en moins de 2 ans. Pourquoi personne ne parle de cet échec massif? Les influenceurs te vendent le rêve, zéro impôt, soleil, liberté. Mais ils cachent tous la même chose. Un piège fatal, que même les plus préparés ne voient pas venir. Dans cette vidéo, tu vas rencontrer Ganwi Park, l'experte numéro 1 de création de sociétés à Dubaï. Elle va te révéler les pièges que personne ne t'a jamais révélés. Et surtout, elle va te donner la vérité brute sur ce qu'est vraiment la vie à Dubaï. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement si Dubaï est fait pour toi ou si c'est le piège le plus coûteux de ta vie. Alors, regarde ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Savoir signé H5 Motivation. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai le grand plaisir de recevoir Ganwi Park, une des plus grandes entrepreneuses que je connais. Ganwi, bonjour. Bonjour Aziz, Je vais comment très bien vas-tu? et toi? Impeccable, merci pour De rien, l'invitation. pour moi c'est un gros plaisir. Et justement, Ganwi, j'ai une question à te poser. Moi, j'aimerais que le public puisse en savoir un peu plus sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à Dubaï? Alors, où est-ce que tu veux que je démarre? Peut-être. Disons, à partir des études que tu as faites. Ça marche. Alors, pour la petite histoire, parce qu'on me pose souvent la question quand même, moi je suis moitié française, moitié coréenne. Je suis née en Corée du Sud, je suis arrivée en France vers l'âge de 3 ans. Et ensuite, j'ai fait toutes mes études en France. Comme ça, on resitue un petit peu. J'ai fait mes études en région parisienne. Donc, je suis diplômée d'un master 2 en droit que j'ai obtenu auprès de l'université de Panthéon-Assas. Une fois que j'ai obtenu ce diplôme, bon, alors ça c'est plus, on va dire ma petite partie. Je me voyais pas dans un travail salarié et je me voyais pas forcément travailler en France. Surtout du côté un peu multiculturel que j'avais déjà, du côté aussi où j'avais de la famille un petit peu partout dans le monde. Et donc j'ai commencé à chercher des opportunités un petit peu partout. Sortie de Master 2, donc j'ai eu trois opportunités. Une auprès de Microsoft en Allemagne, une auprès d'un cabinet de recrutement au UK et un auprès d'un cabinet de conseil au Luxembourg. Je voulais quitter la France, mais disons que j'ai peut-être pas voulu quitter tout de suite le confort de parler en français, surtout que moi je parle pas un mot d'allemand, donc j'ai choisi l'opportunité au Luxembourg. J'ai fait donc à peu près un an au Luxembourg, un an et demi, où j'ai travaillé dans un cabinet de conseil. C'était peut-être pas le pays qu'il me fallait et c'était pas l'opportunité qu'il me fallait, parce que de toute manière, j'avais pas vraiment cette appétence à vouloir être salarié toute ma vie. Et donc j'ai pris mes valises avec Malik, que tu connais très bien, et on a décidé de créer une société aux Émirats Arabes Unis pour l'accompagnement des personnes qui souhaitent s'expatrier aux Émirats Arabes Unis et qui s'appelle Créer Société Dubaï. D'accord. Alors justement, moi je veux savoir quels ont été les moments clés dans la création de créer Société Dubaï. Alors, pour la petite, donc je reparlais de Malik parce que du coup c'est mon associé sur ce projet. On a chacun nos compétences. Moi, mes compétences, elles sont du côté du droit, du côté de l'administratif. Et Malik, lui, il a de la famille aux Émirats Arabes Unis depuis plus de 30 ans. Il a son background dans toute la partie IT. Donc, on va dire, on était le bon duo au bon moment, qui s'est rencontré au bon moment pour avoir les clés pour ouvrir une société et développer une société. Donc ça, c'est la première petite chose qu'il faut avoir, c'est qu'on a des compétences qui sont complémentaires. Quelle est finalement la volonté d'aller aux Émirats Arabes Unis? Enfin, d'où elle vient cette volonté? Malik ayant eu de la famille aux Émirats Arabes Unis depuis longtemps, il avait envie de partir pour les Émirats Arabes Unis. Donc finalement, ça c'était plus son choix. Moi, je voulais dans tous les cas de figure partir dans un pays où je trouve de la multiculturalité, un pays où on se sent bien, en sécurité. Mais j'ai toujours eu en tête soit la Corée du Sud, soit Singapour, soit les Émirats Arabes Unis, comme des villes qui sont modernes,
où il y a du monde, de différents pays dans le monde, et où il y a des opportunités de business. Donc ça, c'est la première petite chose. D'où est née l'idée de la création de société aux Émirats Arabes Unis? C'est tout simplement parce que quand nous, on a voulu s'installer aux Émirats et démarrer quelque chose, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'offre professionnelle, sans dénigrer personne, sur le sujet. Parce que là où en France ou en Europe de manière générale, quand on fait appel à un cabinet de conseil, on a quand même un rendez-vous, on a une consultation avec un expert, on va avoir ensuite une proposition qui est formulée par écrit, avec un contrat derrière. Toutes les informations que je recevais à ce moment-là, c'était tout simplement, j'envoyais un message via WhatsApp ou par email à des personnes qu'on trouvait sur Facebook, c'était comme ça à l'époque, hein. On envoyait ça, et puis on recevait par exemple sur Facebook ou sur WhatsApp un petit retour sans avoir échangé avec personne sur son projet, en disant bah voilà, pour ce que vous voulez faire, le prix c'est tant. Et ce qui était incroyable à l'époque, c'était vraiment, on pouvait trouver un prix à X, et puis même projet décrit à quelqu'un d'autre, c'était X fois 10. Sans qu'il y ait de détails sur ce qu'on allait avoir, sans qu'on ait le détail aussi sur les différentes démarches par lesquelles on allait passer. Et donc, c'est là où on a senti qu'il y avait un vrai quelque chose à faire. C'est-à-dire que je pense que tout entrepreneur à succès, son succès, il vient du fait qu'il y a un besoin et qu'il y ait quelque chose à résoudre, un problème. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Ben là, concrètement, quand on a vu comment ça se passait, on s'est dit qu'il y a un besoin d'information qui était peut-être notre besoin à nous en priorité, d'être plus cadré, de recevoir des prix qui étaient plus transparents, de savoir comment on allait être accompagné et qui était cette personne derrière un compte Facebook ou qui était cette personne derrière un compte WhatsApp qui finalement me donne un prix comme ça sans rien justifier et à qui je devrais envoyer des sous depuis l'étranger sans même savoir si finalement est-ce que c'est une arnaque, pas une arnaque, est-ce que je vais avoir ce que je demande ou pas ce que je demande. Et donc c'est tous ces aspects-là, on va dire, le fait qu'il y ait le besoin, qu'on ait les compétences pour le faire, les contacts auprès de l'administration et de l'immigration pour le faire, la possibilité de se former aussi, et puis enfin la volonté aussi de vouloir aider, d'avoir un métier qui est utile. C'est ça qui a donné naissance à créer Société Dubaï. C'est excellent ce que tu es en train de dire là, Gami, parce que quand tu parlais du problème et du besoin de résolution, je me revoyais dans le passé. Je me souviens très bien, en février 2017, j'étais parti à Dubaï la première fois tout seul. Et j'étais justement à la recherche d'agences qui te permettaient de créer ta propre société. Et j'ai été en visiter plein, notamment des francophones. Alors déjà, quand je débarque, je sens que, allez, tu sais, à l'époque, j'étais là avec mon petit short, mon petit t-shirt, j'étais très mal reçu. Les gens, limite, me zappaient très vite, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Allez, ouais, voilà, ça coûte tant, etc. Il n'y a aucune explication concrète. Il n'y a pas... Allez, quoi. Ça te donnait pas envie de créer ta société à Dubaï. Et moi, ce qui me dérangeait, c'était quoi? C'est que, en allant vers eux, déjà, ils n'étaient pas transparents du tout. Mais en même temps, l'autre élément qui me dérangeait, c'est que j'avais la sensation, j'avais le sentiment que c'était hyper compliqué à réaliser. Et c'est là où vous êtes arrivé. Et moi, je vous ai rencontré maintenant, il y a presque 5 ans de cela. Et vous avez résolu le problème dans le sens où je me suis rendu compte que c'est pas compliqué, au fait. Et, et tu peux avoir l'esprit tranquille. Et ce que je te propose, c'est qu'on revient sur les aspects du prix et des tarifs pour créer sa société à Dubaï et les différents types de sociétés qu'on peut créer, juste un petit peu après. Là, j'ai une autre question sur laquelle j'aimerais rebondir avec toi. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes le choix de Dubaï? Est-ce que tu dis, peut-être que j'aurais dû aller dans un autre pays, ou peut-être que j'aurais dû rester en France, ou à Singapour, ou en Corée? C'est une bonne question. Je vais te dire pas du tout. En vrai, vraiment pas du tout. Il n'y a pas une journée où je vais douter sur les Émirats Arabes Unis en général. Je dis pas que c'est un pays parfait, parce qu'on peut émettre un certain nombre de critiques, mais c'est un pays qui, moi, me correspond. Dans le sens où, quand j'étais en France,
finalement toute ma scolarité et même quand j'ai pu prendre des postes avec responsabilité en France, par exemple dans la banque, etc., on m'a quelque part toujours rappelé d'où est-ce que je venais. On m'a toujours demandé, bon bah tiens, est-ce que toi ça t'arrive de manger français chez toi? Quand tu dis, bah du coup, t'es français, tu dis oui, puis ils font oui, mais, et ils attendent que tu dises autre chose. Donc j'ai eu beaucoup ce sentiment-là, et encore que finalement la communauté asiatique, je veux dire la vérité, c'est pas la communauté finalement la plus discriminée, ni la qui bon, nous bénéficie quand même d'une image qui est très positive quand même en France, de personnes qui travaillent, etc. Donc je vais pas m'en plaindre. Mais j'avais toujours ce côté-là un petit peu où on me dit, bah, tu viens d'où? Et ben je vais te dire, comme je suis moitié-moitié et que bah, du coup j'ai pas tout à fait ni les traits d'une française ni les traits d'une coréenne, quand je vais en Corée, j'ai la même chose. C'est-à-dire que j'y vais, je vois par exemple, je vais au restaurant, etc., avec mon père, et puis la serveuse, elle va souvent demander, ah bah, vous venez d'où? Est-ce que vous êtes, par exemple, de la Thaïlande? Est-ce que vous venez des Philippines, etc. Et donc, j'ai toujours eu un peu ce sentiment des deux côtés, dans les deux pays, de ne pas être tout à fait chez moi. Donc, il y avait cette première chose-là. La deuxième chose, c'est que, et c'est ça que j'ai, enfin, peut-être la réponse déjà à ce premier problème, si je peux appeler ça comme ça, mais c'est pas un problème, c'est le fait qu'à Dubaï, finalement, c'est ce que je dis tout le temps, personne n'est chez soi et tout le monde est chez soi à la fois. Et donc, il n'y a plus cette histoire de où est-ce que tu viens, mais je te pose la question tout en sachant très bien que tu ne viens pas de ce pays-là. Donc à Dubaï, quand on te demande d'où tu viens, finalement, c'est plus une curiosité de savoir de quel type de culture, dans quel pays. Et puis finalement, derrière, après, les gens passent à autre chose et ça alimente la conversation. Ça permet finalement de créer du lien et de créer du contact. Donc ça, pour moi, ça c'était la première chose qui était importante. Deuxième petite chose, ça c'est ma particularité familiale. J'ai de la famille en Corée du Sud, j'ai de la famille en Nouvelle-Zélande, j'ai de la famille en France, au UK, à New York, etc. Parce que c'est une famille, enfin moi j'ai une famille qui a beaucoup voyagé, mais aussi où les parents ont toujours encouragé leurs enfants à aller étudier à l'étranger. Et donc les Émirats arabes unis, pour moi, c'est quand même un point très central où je suis à quasiment équidistance de mon papa, de ma maman, de mes frères, de mes cousins, de mes cousines. Et je peux les accueillir ici aux Émirats arabes unis. Et puis après, la dernière chose que j'aurais envie de te dire, c'est que je pense pas que j'aurais eu cette même opportunité dans un autre pays, de développer une entreprise, de développer finalement tout ce service-là. Pourquoi? Parce que j'ai déjà entrepris ailleurs. J'avais déjà entrepris au Luxembourg en ouvrant aussi une société de conseil où on pouvait effectivement aider des personnes à ouvrir leur société, par exemple en Irlande, etc., etc. L'idée, c'est que Luxembourg, même par exemple pour du recrutement, pour faire du conseil, on va passer beaucoup par du cold call, c'est-à-dire qu'on appelle des personnes qui n'ont pas nécessairement eu envie d'être sollicitées pour leur proposer les services, mais on sent une fermeture, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les appelle, ils ont déjà un partenaire depuis longtemps avec lequel ils traitent, mais c'est pareil, je pense, j'ai des clients qui m'ont raconté en France, c'est pareil, quand on essaye de se faire un chemin en France, de signer des contrats, des partenariats, mais je pense que c'est pareil aussi, toi tu me diras en Belgique, il y a des partenaires qui existent depuis longtemps, il y a des partenariats qui sont noués et qui sont difficiles à dénouer, et donc le petit jeune, entre guillemets, ou la nouvelle société qui veut proposer quelque chose de différent, elle aura, même si c'est mieux, même si le prix est plus avantageux, même si les délais sont raccourcis, je trouve qu'on a du mal en Europe à décrocher des rendez-vous, qu'on a du mal à proposer son offre et à se faire une place. Là où aux Émirats arabes unis, finalement, comme ce sont des gens qui sont là depuis pas longtemps, parce que même si moi demain je dis bah, je suis là depuis 8 ans, finalement sur l'échelle d'une vie c'est peut-être pas très longtemps et sur l'échelle d'un pays c'est pas longtemps. On a comme les gens continuent perpétuellement de venir et de créer des sociétés, de vouloir aussi avoir, avec la concurrence qu'il y a, toujours le meilleur service, la meilleure rapport qualité-prix en termes de marketing, le meilleur rapport qualité-prix en termes de développement, etc., etc. Ils ont toujours cette porte ouverte où on peut aller à leur rencontre, toquer à une porte ou envoyer un message LinkedIn, WhatsApp, demander un rendez-vous. On est toujours accueillis. Alors moi, ça m'est jamais arrivé encore aux Émirats où je viens, je dis ah mais j'ai une offre et qu'on me dise non.
On est toujours accueilli, entendu. Ça ne veut pas dire que derrière on signe quoi que ce soit, mais j'ai toujours été accueilli, j'ai toujours pu expliquer ce que j'avais à proposer. Et ensuite, après, on poursuit pas. Mais la chance, elle est donnée de manière différente ici, je trouve. Je comprends tout à fait ce que tu es en train de dire, Guenui. Et au fait, c'est ce sentiment que il y a moins de freins qu'en Europe. Et que, au fait, là, c'est comme si c'était un nouveau monde, c'était un nouvel Eldorado. Et moi, je m'en souviens très bien aussi. Je te parlais de février 2017 parce que ça m'a marqué. C'était ma première venue à Dubaï. J'avais jamais rencontré autant de monde et j'avais jamais reçu autant de cartes de visite. Alors que quand j'étais en Europe, limite, les gens détournaient le regard quand ils me voyaient arriver, tu vois. Donc, je comprends tout à fait. Et justement, Guenui, ben, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on sent que c'est le nouvel Eldorado, mais dans un nouvel Eldorado, il y a toujours une fin. Et souvent, les gens se disent, ah, mais là, j'ai raté le train. Selon toi, toi qui es arrivé depuis une certaine époque à Dubaï, il y a quelques années, déjà, la première question, c'est, est-ce que tu as ressenti un changement? Quel est le changement que tu as ressenti dans le fond? Et Mhm. la question numéro 2, c'est, est-ce que tu as ressenti, allez, une sorte de, je vais pas dire de saturation du marché, mais un sentiment qui fait où tu te dis, c'est bon, l'Eldorado est terminé, vous avez raté le train, c'est terminé, cherchez un autre pays. Alors ça, c'est aussi une question qu'on me pose beaucoup. Alors, les Émirats Arabes Unis, c'est un pays qui est, enfin, c'est un pays jeune. Déjà, faut le remettre en contexte. Je crois qu'on a fêté cette année les 53 ans, si je dis pas de bêtises, des Émirats Arabes Unis. 53 ans, ça veut quand même dire que pour la plupart d'entre nous, nos parents n'étaient même pas nés au moment où ce pays il a pris une consistance et qu'il a commencé à exister. Alors évidemment, il y avait d'autres choses avant. Il y a une histoire derrière et puis il y a eu une période aussi où ils avaient été colonisés, etc., etc. Mais les Émirats arabes unis en tant que tels, comme on les connaît ici avec les 7 Émirats et qui existent de cette manière-là, c'est très récent. Je vais, enfin, moi, je vois ça. Je veux dire, les Émirats arabes unis, je vais voir ça un peu comme une grande entreprise. Dans une entreprise, quand tu commences, et moi j'ai commencé comme ça, on a commencé à deux, au début, tu fais ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que, tiens, il faut proposer tel service. Admettons demain, je veux lancer une chaîne YouTube parce que je sais que tu m'as aidé à lancer cette chaîne, la chaîne YouTube que j'ai. Je veux lancer ma chaîne YouTube. Ben, je prends la caméra ou le téléphone que j'ai à disposition. Je prends peut-être soit le microphone du téléphone et ou peut-être un petit dictaphone à côté et je me lance. Je me lance avec les moyens du bord. Ça, c'est le début de tout entrepreneur. Et c'est peut-être même une chose, on va dire un conseil que j'aurais, c'est de ne pas chercher à être absolument dans la perfection ou d'avoir le matériel parfait pour commencer. Tout entrepreneur, au début, bah, il commence avec ce qu'il a. Donc on commence avec ce qu'on a. Donc les Émirats, pour moi, ils ont fait pareil. Une fois qu'on a commencé à mettre les premières pierres, on va essayer de s'améliorer. On va essayer d'améliorer les choses. Donc on va racheter un matériel un peu meilleur. On va peut-être étendre l'offre de services. On va peut-être proposer des délais meilleurs, des prix qui sont meilleurs, etc., etc. Et donc la deuxième phase, c'est la structuration. Je pense que les Émirats, ils sont encore dans cette phase de structuration. Et ils sont même peut-être, alors je ne vais pas dire sur la fin de la structuration parce que déjà je suis personne je suis pas historien, je suis pas géographe, je n'ai pas de ces compétences-là pour le dire, mais pour moi ils sont dans cette phase de structuration et c'est une phase aussi où ils s'ouvrent plus en plus à l'international. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est pas qu'il n'y avait pas de business avec l'international, mais ils se structurent pour être mieux reconnus par les pays étrangers. Je donne un petit exemple, par exemple la corporate tax, qui est une nouveauté de juin 2024, donc l'impôt sur les sociétés. Cet impôt sur les sociétés, avant, il n'existait pas. Les autres pays avaient tendance à montrer du doigt les Émirats arabes unis. Donc, en se conformant, entre guillemets, à ce qui se fait dans le monde en termes d'impôts, ils ouvrent la voie à peut-être être moins pointés du doigt, peut-être déjà, à peut-être davantage d'ouverture de la part des banques,
pour les transactions également. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième petite chose, et ça c'est très récent, c'est de cette année, depuis janvier, les Émirats arabes unis ne souhaitent plus qu'un tiers puisse payer pour l'achat d'un bien immobilier au nom de quelqu'un. Ça veut dire que toi, demain, Aziz, tu achètes un bien immobilier, les Émirats arabes unis ne veulent plus que, par exemple, Malik mettent l'argent à ta place pour ton bien immobilier pour éviter tout ce qui est blanchiment d'argent. Donc on voit depuis à peu près un an et demi qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour la lutte contre le blanchiment d'argent, pour mettre de l'impôt. Mais on sait que cet impôt-là, il est, on va dire, pas minime, mais il est dans certains cas de figure, après un certain nombre de chiffres d'affaires. Et puis dans tous les cas, si on est imposé, c'est que 9% d'impôt sur les bénéfices. Donc on voit un pas vers l'international, vers la conformité, on va dire, avec d'autres pays. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans la phase encore de déclin. Moi, c'est mon père qui me dit ça souvent, c'est qu'il me dit un pays qui est jeune, souvent il gagne en efficacité. Donc il fait des trains qui vont plus vite, il fait des services qui sont, par exemple des gares qui vont relier tout le pays. Ils font des services qui vont tendre vers l'efficacité, la rapidité, le coût aussi, l'optimisation des coûts. Et un pays qui est souvent en déclin, c'est souvent des pays où on voit que le matériel a été usé, que la maintenance ne peut plus se faire de la même manière, que le service public n'est plus rendu comme il était rendu. Et là, pour le coup, ça, on n'y est pas du tout aux Émirats. Quand il y a eu le problème de pluie l'année dernière, ils ont investi des sommes immenses pour faire des espèces d'évacuation d'eau, alors qu'il a plu une fois, pour de vrai, une grosse pluie. Donc l'investissement, il a été mis. On voit qu'ils vont ouvrir une nouvelle ligne de métro. Donc je pense qu'ils sont encore dans cette phase-là de je continue à améliorer l'efficacité et pas forcément dans le déclin. Alors je sais pas si j'ai Non, répondu mais à ta attends, question. c'était. Si Dis-moi. j'étais prof, je t'aurais mis un 30 sur 20. Non. Je me serais dit, elle va me voler ma place. Non. Non, pas du tout, mais je sais plus, mais t'avais Non, mais deux au fait, tu questions, as donc je sais répondu, plus au si je suis fait. allée Tu as jusqu'au bout répondu. de... Et au fait, c'est vrai, tu vois, ce qui me marque dans ce que tu dis là, c'est que j'en prenais pas conscience. J'ai dû l'entendre de ta part pour en prendre conscience. Mais c'est vrai que je vois certains pays qui sont en déclin, où je vois les services qui sont en déclin, les services publics. Et c'est vrai qu'à Dubaï, tu as le sentiment qu'ils sont dans une amélioration constante. Et au fait, c'est vrai qu'à l'international, souvent, notamment dans beaucoup de pays occidentaux, aujourd'hui on pointe Dubaï comme «Oh regardez, c'est du blanchiment d'argent, oh regardez, c'est un paradis fiscal, etc.» Or, quand tu es à Dubaï, tu prends conscience d'autre chose. C'est que, premièrement, ils cherchent sincèrement l'amélioration et ils cherchent l'efficacité, mais en même temps, un pays qui est tellement ouvert, un pays qui présente tellement d'opportunités, va à la fois amener des gens qui veulent réussir avec une ambition qui est sincère et propre, et d'autres, ceux que j'appelle les requins, tu vois, qui vont profiter du système, des failles du système d'un nouveau pays pour pouvoir faire des choses qui sont pas blanches, quoi, tu vois, qui sont pas propres. Et donc, c'est normal que, sur le coup, quand tu reçois des requins et que tu n'en avais pas eu avant, ben, tu t'adaptes en fonction des requins qui viennent. Et cette adaptation, je trouve que Dubaï, pour le coup, ils le font très vite. Ils s'adaptent extrêmement vite. Donc, ça, c'est ma vision par rapport à la chose. Et Kenui, justement, on voit ce côté... Comment je peux dire? Pour moi, quand je vois Dubaï, c'est un côté très futuriste. Et il y a aussi une autre image, c'est l'image très bling-bling, argent. Et la question que moi, je me posais avant, quand j'avais plus rien, qu'à un moment j'étais au chômage, etc., c'est mais est-ce que j'aurais les ressources financières pour pouvoir démarrer quelque chose à Dubaï? Juste, ou même pour y vivre un certain temps. Selon toi, quelqu'un qui démarre, est-ce que, avec très peu de ressources financières, est-ce qu'il pourrait se lancer à Dubaï ou il devrait peut-être attendre et ranger un petit peu d'argent de côté? Alors, c'est une bonne Elles sont question. toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. J'ai accompagné un certain nombre de personnes qui viennent s'installer aux Émirats Arabes Unis. Donc sur ça, je pense que je suis légitime à te donner des réponses. Forcément,
première chose, plus tu as d'argent pour venir, mieux ce sera. Parce que c'est le nerf de la guerre, parce que forcément un entrepreneur, parce que je parle d'entrepreneur, mais même quelqu'un qui serait salarié, plus il a de fonds de départ, de savings, mieux ça ira pour lui parce qu'il fera peut-être moins, il aura moins à faire de choix. Est-ce que j'investis par exemple dans la création de mon site? Est-ce que j'investis sur un community manager qui va commencer à développer mes réseaux? Est-ce que voilà, donc déjà première chose, l'argent entre guillemets, c'est pas ce qui te garantit la réussite, mais c'est ce qui va te permettre peut-être de pas avoir à faire de choix. Entre, par exemple, toi manger, ou est-ce que je vais inviter des clients pour développer un partenariat, etc., etc. Donc ça, c'est la première petite chose. Est-ce qu'il y a une somme minimum pour venir à Dubaï? Je vais dire oui et non. C'est-à-dire que j'ai l'exemple de clients qui sont venus concrètement avec 7 000 euros de savings à 3, d'économie pour 3 personnes. Là, ça y est, ça fait quelques mois qu'ils sont ici, qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour décrocher leur premier contrat, décrocher, finalement récupérer des fonds pour pouvoir payer leur vie ici, mais ils me l'ont dit, c'était difficile. Moi-même, j'ai commencé avec pas beaucoup et peut-être vraiment trop peu. Du coup, nous, quand on est venu à 2, une fois la société, nos visas résidents payés, on a eu 15 000 euros. 15 000 euros, c'est une somme. On peut se dire, bon, bah, c'est pas n'importe qui peut mettre de côté 15 000 euros, mais c'est une somme qui est pas énorme quand on considère que on vient dans un nouveau pays, donc on doit ramener, il y a les tickets d'avion, on a forcément des bagages. Alors nous, on avait pris la décision de prendre une valise chacun, donc pas plus, pas de surcoût. Il a fallu faire un tri dans ce qu'on veut emmener, pas emmener. Ensuite, le logement, les logements ici aux Émirats Arabes Unis. Donc les logements ici aux Émirats Arabes Unis, beaucoup de personnes pensent qu'il faut payer à l'année, mais c'est pas le cas. Souvent, c'est en 3 fois, en 4 fois, en 6 fois. Mais même si c'est en 6 fois, ça veut dire qu'il faut sortir le premier chèque, il faut sortir 2 mois. Il y a la caution, c'est 5% du montant annuel du loyer. Ensuite, on va vouloir mettre Internet, parce que travailler sans Internet de nos jours, c'est quand même pas si facile que ça. Donc pareil, on paye pour Internet, c'est à peu près 100 euros par mois. On va payer pour mettre en place l'eau, l'électricité. Il y a un dépôt de 500 euros à faire auprès de la DIWA, donc l'équivalent d'EDF. On va avoir un dépôt à faire également pour la climatisation. Et donc c'est l'ensemble de ces sommes-là qui font que finalement, 15 000 euros pour certaines personnes, ça peut être une somme, mais ça peut partir aussi très vite. Donc ma recommandation à ce sujet-là, honnêtement, c'est qu'une fois qu'on a payé ses frais administratifs, c'est-à-dire tout ce qui est société, visa, ou alors si on est salarié, les visas, de mettre de côté l'argent pour les visas famille, et l'école. L'école, pour moi, c'est important aussi de le mettre de côté dès le départ parce que c'est un poste qui est non négociable et pour lequel on ne pourra pas forcément vraiment transiger. Le reste, je dirais, il faut calculer à peu près ce qu'il nous faut par mois pour vivre à Dubaï et avoir à peu près 6 mois d'avance. 6 mois d'avance, c'est raisonnable pour se lancer ici aux Émirats Arabes Unis, mais il n'y a pas de somme parfaite. Pour une personne seule, comme ça j'aime bien donner un peu des chiffres, sinon ça c'est pas forcément concret. Pour une personne seule, le minimum faudrait au moins 2 000 euros par mois. Donc si on vient pour 6 mois, il faudrait au moins 12 000 euros de côté pour une personne seule. On est deux, il faudrait au moins l'équivalent de 3 500 euros par mois fois 6 pour avoir un départ à peu près correct. Donc c'est à peu près ces sommes-là que j'aurais donné. Après, c'est sûr qu'à Dubaï, j'ai envie de te dire le côté bling bling, etc. Oui, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Quel que soit son niveau de richesse, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Mais c'est pas une course, déjà, première chose. C'est pas une course. Tu parlais de requins. Il y a beaucoup de choses aussi qui se font sur l'image. Il y a beaucoup de business qui sont fondés sur l'image. Et donc, il y a des personnes qui achètent des fausses montres, il y a des faux bijoux, il y a de la fausse maroquinerie. Et donc, il y a une image, il y a des personnes qui vont louer un véhicule juste pour une soirée. Donc, il y a aussi ça à mettre dans la balance, c'est-à-dire que faut quand même avoir en tête qu'aux Émirats, il y a moins de la moitié de la population qui gagne plus de 1 000 euros par mois. Alors, ils ne vivent pas dans des conditions extraordinaires du tout, loin de là, peut-être même difficiles. Mais s'il y a la moitié de la population qui gagne moins de 4 000 dirhams par mois, c'est qu'il y a la moitié de la population qui arrive quand même à
se loger, alors souvent dans des dortoirs, se nourrir, qui arrivent à envoyer un peu d'argent à leur famille et qui restent pour autant sur ce territoire-là. Donc, pas se mettre une grosse pression, pas non plus ne jamais se lancer parce qu'on n'a pas assez d'économies, parce qu'à un moment donné, si on ne se lance jamais, on finira par avoir des regrets ou des remords. Mais disons que faut se lancer avec quelque chose qui paraît confortable, anticiper un peu les coups, ne pas se laisser tenter par tout et n'importe quoi. Parce qu'ici, on a vraiment toujours un nouveau restaurant, toujours une nouvelle activité. Donc, on a cette envie de se laisser tenter. Et puis après, peut-être aussi vraiment ce côté-là de ne pas ressentir un besoin de se comparer. C'est-à-dire que enfin moi par exemple, dans mes débuts à Dubaï, hein, si le trajet en taxi il n'était pas très très long et pour économiser même 15 dirhams, bah, j'allais marcher une demi-heure, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'un paraître, il n'y a pas besoin de se dire bah tiens si je fais ça comme ça, je vais être moins bien considérée. Je pense qu'il y a un moment donné aussi où il ne faut pas non plus vouloir que montrer, il y a faire ses preuves, on va dire, il faut faire ses preuves mais pour soi-même aussi. Et donc on sait par où on démarre, on sait quelles sont nos ressources, et personne ne sait mieux que nous-mêmes quelles sont nos ressources au moment où on est. Et on n'a pas on faut pas se mettre en difficulté en essayant de payer pour des choses dont on n'est pas capable de payer et pour lesquelles ce sera difficile ensuite de recouvrer cette somme. Il faut faire les choses à son échelle, à ses moyens. Du moment qu'on fait le maximum, on y arrive. Tu vois, quand tu me parles là, du dernier élément que tu as mis en lumière, j'ai le sentiment que de par ton expérience, tu as vu beaucoup de personnes peut-être vivre au-dessus de leurs moyens et dévier de l'objectif principal. Donc c'est un petit peu comme un vortex, hein, et l'ego joue beaucoup là-bas. Honnêtement, c'est vrai. C'est quand tu vois tout le monde. Moi-même, je l'ai eu à un certain moment. Et j'étais dans la comparaison, je dis honnêtement. Je voyais des grosses voitures, je voyais des trucs, je me disais, ah, hein. Et après, je suis redescendu parce que je me suis dit, attention, Aziz, cette comparaison peut être dangereuse parce que ça va te pousser à acheter des choses, à faire des frais dans des éléments, dans le fond, qui sont pas vraiment utiles. Et on avait parlé d'utilité au départ. Et c'est ça le truc, au fait. C'est que tout doit être utile parce que l'argent s'évapore très vite à Dubaï. Et justement, Genmi, toi, de par ton expérience, comment est-ce que je peux dire ça de manière diplomatique? Est-ce que tu as vu? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'argent d'avance garantit la réussite? Ou est-ce que tu as aussi vu des cas de gens qui sont venus avec quasi rien, mais qui ont, qui ont été capables de réussir? Et selon toi, quel est l'élément différenciateur entre l'échec et la réussite à Dubaï? Alors, c'est toujours une bonne question. J'ai vu les deux. J'ai vu les deux. J'ai vu des familles, par exemple, qui en France vivent dans une petite maison en périphérie de Paris avec une seule voiture et venir ici aux Émirats, prendre une villa et en prendre trois des voitures. Ça n'a pas de sens, en tout cas au début, tant que le niveau de vie et le niveau de rémunération qu'on a obtenu n'a pas augmenté, ça n'a pas de sens d'augmenter dire les besoins, de s'inventer des besoins. Je veux dire ça comme ça. C'est-à-dire que si en France on a un certain niveau de vie, c'est pas parce qu'on arrive à Dubaï et qu'on voit autant d'entrepreneurs à succès ou qu'on voit des gens réussir ou qu'on a l'impression que un véhicule c'est toujours moins cher à Dubaï, qu'on a l'impression que le véhicule est moins cher à Dubaï, qu'il faut multiplier les frais pour le paraître. Donc ça, j'ai vu des gens qui se cassaient la figure parce que effectivement, un peu d'argent, je vois qu'avec un peu d'argent, j'arrive à avoir et une Maserati et une Bentley et quelque chose d'autre. Pour remettre en contexte, une Maserati d'occasion, on va en trouver autour des 30 000 euros, pas forcément, kilométrés autour des peut-être 70 000 kilomètres, pas trop ancienne non plus. Donc
forcément, soit on achète un Scénic neuf, soit on achète une Maserati d'occasion. Parfois, on se laisse porter et puis on considère pas forcément les frais de maintenance qui sont derrière, pas forcément la consommation d'essence qui est derrière, même si l'essence est moins chère ici. Et donc, on accumule des choses qui ne prennent pas de valeur dans le temps et qui nous font dépenser plus aussi. Parce que quand on a 3 voitures, il faut entretenir 3 voitures. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai aussi vu des gens démarrer avec rien, qui ont très bien réussi. Je pense en faire partie. Si je parle de mon cas de figure, je le connais le mieux que n'importe quel autre cas de figure. Mais quand j'ai commencé aux Émirats Arabes Unis, j'ai pris le strict minimum dans mon appartement. Je me suis équipée avec par exemple des serviettes Ika qui ont d'une qualité vraiment. La serviette, c'est un papier calque, donc ça n'absorbe pas grand-chose à la sortie de la douche. Donc, des choses comme ça. Mais plus les choses ont avancé, plus on a réussi, plus on a pu entreprendre et aider des gens à s'expatrier, plus j'ai augmenté mon niveau de vie. Et je pense que c'est ça le piège aux Émirats Arabes Unis. Déjà, un premier piège, c'est qu'en fait, aux Émirats, ce que j'ai beaucoup vu, c'est que souvent les gens commencent à avoir des sous. Et dès qu'ils ont, par exemple, l'argent pour la voiture, ils achètent la voiture. Dès qu'ils ont l'argent pour la villa, ils achètent la villa, etc., etc., etc. Mais une chose a pu déjà me faire de la peine, c'est que parfois j'ai des entrepreneurs, parfois qui ont commencé à Singapour avant de venir aux Émirats, etc., qui ont 50, 55 ans, qui ont une très belle vie, mais qui n'ont pas mis un sou de côté pour la retraite. Faut avoir conscience que oui, on peut gagner des sous, oui, on peut générer peut-être plus vite de l'argent, mais il y a une éducation ici aux Émirats qui n'est pas faite sur la retraite. Parce que quand on est européen, et moi la première, hein, finalement la retraite, tout le monde a une retraite en Europe. En France, allez, on a travaillé un petit peu, on a été salarié toute sa vie, on a une retraite. On a été entrepreneur, on a été forcé à payer cher, de quoi préparer notre retraite. Donc on n'a pas forcément ce réflexe-là de le faire. Si on n'a pas été dans un pays qu'offre un système de retraite, moi je le vois chez mes employés, parce que j'ai aussi des employés qui viennent par exemple du Sri Lanka, on compte beaucoup pour sa famille. Donc eux donnent de l'argent à leurs parents pour payer leur logement, leur nourriture, etc. Et ils comptent sur leurs enfants pour faire la même chose. Donc c'est notre culture. Il y a quand même ce piège-là que j'ai déjà vu et c'est ce qui nous, quand il y a eu le Covid, a sauvé finalement l'agence, c'est que on n'a jamais tout dépensé. Et à Dubaï, il y a une tentation. Il y a beaucoup de personnes qui, en fin de mois, ils sont à zéro. Ils ont tout dépensé. Donc, premièrement, mon premier conseil, c'est toujours avoir des économies de côté, que ce soit un choix personnel de vouloir préparer sa retraite, soit en se rattachant à des systèmes de retraite collecte classiques, soit en investissant, soit juste mettre de côté en cas de coup dur. Ça, c'est important. Parce que pas que l'argent. Deuxième chose, parce que tu me parlais, est-ce que je viens avec de l'argent ou pas, j'ai aussi le cas de figure de gens qui sont connus. Est-ce que je viens avec du succès ou pas? Et ça aussi, pour moi, ça a une même valeur que finalement, ça peut autant faire perdre la tête ou autant faire perdre la mesure que l'argent. Donc j'ai des personnes qui sont connues dans certains domaines, qui décident parce qu'ils ont des connexions qui existent hein, vraiment, parce qu'ils ont déjà réussi, et je ne parle pas forcément de personnes qui sont connues par exemple par le grand public, mais par exemple quelqu'un qui serait connu par exemple dans de la peinture, dans de l'artistique, parce qu'ils sont connus, ils vont venir aux Émirats Arabes Unis avec beaucoup de confiance de la part de ce succès. Et l'un des pièges aux Émirats, c'est que on vient de différents pays dans le monde, on ne vous connaît pas. Quoi qu'il arrive, vous pouvez être très connu en Europe, vous venez au Dubaï, on ne vous connaît pas parce que c'est pas les mêmes personnes, on n'est pas diffusé sur les mêmes médias, on n'a pas travaillé cette même audience, et donc on part de zéro. Donc en fait, moi c'est plus ça mon conseil, c'est je dirais, quel que soit finalement le bagage avec lequel on arrive à Dubaï, beaucoup de gens se réinventent ici. Donc une personne aux Émirats Arabes Unis, finalement, il faut se dire, je ne suis pas connue, j'ai pas forcément même si j'ai eu du succès
dans mon entreprise précédente, ça ne reflète pas le succès que j'aurai dans mon entreprise suivante. Un petit peu comme quand on investit, les gens qui parlent de trading. Quand ils vont toujours dire, bah tiens, mes revenus à moi perçus, mes gains perçus par mes investissements ne veulent rien dire sur l'investissement que je vais vous recommander de faire dans le futur. Et ben, c'est un peu ça l'idée. C'est quel que soit le niveau de succès qu'on a eu auparavant dans l'entrepreneuriat ou auprès du grand public, quel que soit le niveau d'argent qu'on a eu, beaucoup, pas beaucoup, quel que soit finalement aussi les études qu'on ait pu faire, on n'est pas toujours prêt déjà à entreprendre, on n'est pas toujours prêt à sortir du pays qu'on connaît pour aller dans un nouveau pays. On n'est pas toujours prêt à ce dont on va être confronté. Et donc ça, c'est peut-être mon seul, on va dire vraiment conseil, c'est d'être bien accompagné. Je dis pas ça pour que forcément les gens passent par nous, etc. Oui, quand vous faites une société, passez par des professionnels, mais en vérifiant que ce sont des vrais professionnels de la création de société, qu'ils ont déjà fait ça, que ça s'est bien passé, qu'ils ont les contacts pour vous accompagner. Mais moi, par exemple, pour la retraite, je passe par quelqu'un qui est spécialisé dedans sur le sujet, qui va m'aider dans mes investissements parce que j'ai pas de connaissances à ce sujet. Quand tu m'as parlé d'ouvrir une chaîne YouTube, c'est tes conseils que j'ai pris, que j'ai écoutés, parce que on ne n'est pas avec une compétence, on n'est pas avec la connaissance. Et si on veut faire les choses bien, finalement, il faut se rapprocher de personnes qui ont peut-être fait les choses moins bien pour elles-mêmes, mais qu'on en tiré les conclusions nécessaires et qui ont avancé. Et là, effectivement, on peut vraiment réussir. Ben, tu vois, c'est bien parce que tu rebondis sur une question que j'allais te poser justement, Guenmi. Parce que en début d'entretien, je sais même plus c'était où le début ou c'était où la fin, mais il y a un moment où tu as dit que faut arriver avec, par exemple, allez, compter 6 mois, 2000 € par mois, etc. Tu as donné des exemples. Et en réalité, il y a toute cette préparation en amont dont on ne prend pas conscience. Je suis quelqu'un qui habite ici en France, à Paris par exemple, et j'ai envie de vraiment me libérer des freins de l'entrepreneuriat que j'ai en France parce qu'il y a trop de taxes, parce qu'il y a trop d'impôts, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et dans le fond, tu n'es plus focus sur ton corps de métier, mais tu es focus sur tout l'aspect administratif. Alors tu dis, ok, moi j'ai envie de partir à Dubaï, de me libérer de tous ces aspects freinants de l'administratif pour me consacrer sur le corps de mon business et faire évoluer mon entreprise. Mais le problème, c'est quoi? C'est que souvent, tu te dis, ok, alors moi je pars à Dubaï et je sais que ça va être tranquille et je vais m'intéresser uniquement à la partie création d'entreprise, créer mon entreprise. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de trucs autour. Et toutes ces choses autour, tu peux pas... Allez, si tu viens sans information préalable, sans que quelqu'un t'ait prévenu, tu vas les apprendre de par toi-même. Mais ça va générer un stress émotionnel, ça va être fatigant. Et dans le fond, en fait, tu seras même plus vraiment focus sur ton corps de business. Tu seras surtout focus sur encore de l'administratif, mais par rapport auquel tu n'étais pas vraiment au courant. Et en plus, tu arrives dans un pays qui est anglophone. Et c'est vraiment une autre culture à Dubaï. C'est une autre culture. Et justement, moi, ce que j'aimerais te demander, Guenmi, c'est que toi, qui as justement découvert ce problème des gens qui arrivaient à Dubaï et qui, dans le fond, ok, je suis à Dubaï, je fais mon entreprise, mais là, j'ai pas tellement d'infos, je suis pas vraiment suivi. Toi, comment est-ce que tu fais, d'accord, pour, quand quelqu'un vient chez toi, comment est-ce que tu vas l'accompagner, au fait? C'est toujours une bonne question. Je vais te le dire à chaque fois, mais c'est important, c'est important comme question. Déjà, la première chose, il y a une phase de sensibilisation. Donc, j'attends pas que la personne elle soit aux Émirats Arabes Unis. Il y a une phase de préparation préalable par laquelle tout le monde doit passer, que ce soit en autonomie ou en faisant appel à des personnes qui vont pouvoir renseigner. Mais cette phase de préparation, moi, bah, tu sais bien, hein, du coup, j'ai la chaîne YouTube où je poste 2 vidéos par semaine sur le sujet des Émirats Arabes Unis. Tu peux partager le nom de la chaîne YouTube avec les gens. Bah, c'est mon nom et prénom, Voilà. Guenouille De toute façon, il y aura donc, le lien en faut commentaire. pas faire plus simple. Ben voilà. Mais en soi, première chose, c'est prendre des informations. Mais ça, quel que soit le pays dans lequel on veut aller, hein. Moi, je le fais quand je pars en voyage.
mais il faut le faire avec la même rigueur finalement dans le pays dans lequel on veut s'installer, même avec une rigueur plus importante. Donc, on peut regarder des vidéos sur YouTube pour en savoir un peu plus sur le pays. On peut lire des blogs, on peut se renseigner auprès de personnes qui vivent déjà ici aux Émirats. Donc déjà, c'est prise d'information. Deuxième chose, une fois qu'on a fait cette prise d'information, anticiper. Anticiper parce que moi ça m'est déjà arrivé par exemple une personne qui vient directement au bureau en disant bah ça y est je suis prête à créer ma société aux Émirats, qu'est-ce que je dois faire? Et la première chose que j'ai dit c'est le passeport, est-ce que je peux le voir? Et il n'y avait pas les fameux, parce que dans les administrations à Dubaï, souvent on va demander 7 mois de validité pour faire la demande de visa résident. Et elle n'avait pas ces 7 mois de validité. Donc elle avait bien les 6 mois qui permettent de rentrer sur le territoire, mais pas les 7 mois. Donc en fait, avant de commencer quoi que ce soit, je lui ai dit, bah, du coup, il faut refaire le passeport. Mais ça, si c'était quelque chose qui avait pu être anticipé avant que la personne elle prenne son billet d'avion, qu'elle vienne sur le territoire et qu'elle vienne au bureau pour demander à démarrer, on aurait gagné déjà du temps. Et deuxième chose, c'est comme elle n'est pas résidente aux Émirats, pour refaire son passeport, c'est aller-retour casse-départ, prendre rendez-vous avec sa mairie et attendre. En France, les délais, c'est à peu près un mois pour avoir un nouveau passeport, un mois et demi, et attendre le nouveau passeport pour revenir sur le territoire. Donc elle a laissé ses affaires dans un garde-meuble. Enfin, c'est pas le meilleur démarrage possible. Donc première chose, c'est préparer, anticiper. Nous, on propose des consultations gratuites qui sont sans engagement où effectivement, quand on a un projet de création de société, les gens prennent rendez-vous, nous appellent, on leur explique, déjà on prend l'information de leur part et on va leur expliquer comment on peut les accompagner et on va leur expliquer quelle est la solution la mieux adaptée aussi. Et sur ça aussi, il faut être assez important parce que dans les cas entre guillemets difficiles, on a par exemple des femmes qui, là actuellement j'ai une femme qui a 2 enfants de 2 papas différents, dont le premier papa est décédé et dont le deuxième papa, elle n'est pas mariée. Donc comment trouver des solutions dans ces cas de figure-là? Ça peut être aussi des défis plus sur la partie administrative, parce qu'il faut savoir que régulièrement, pour des raisons politiques, l'immigration peut restreindre les conditions d'accès à la résidence aux Émirats arabes unis. Et donc, quand on le sait, quand on sait que telle nationalité dans telle immigration, ça va pas passer, ben on va vous dire, ben non, peut-être que ce choix-là, que vous pensiez être le bon parce que vous avez des copains qui ont fait la même chose, parce que vous avez vu sur YouTube ou Internet que ça pouvait être la bonne solution pour vous, ben peut-être que finalement c'est pas la bonne solution au tenter et que si vous lancez votre entreprise avec tel type de passeport à tel moment de la vie des Émirats arabes unis et de leur conflit, vous allez être rejeté et devoir tout recommencer à zéro ailleurs. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a ces consultations-là et c'est aussi une manière aussi de prendre le projet au départ et de dire, ben voilà, commencez ici ou commencez par demander tel document, ne venez pas aux Émirats arabes unis sans l'acte de naissance de vos enfants de moins de 3 mois. Donc, il y a cette prise d'information qui est importante. Si la personne, de toute façon, à l'issue de l'appel, même si c'est un appel sans engagement, on reste une entreprise, on propose nos services. Donc, elle va recevoir une simulation détaillée où on met tous les éléments de A à Z. Là, pour le coup, là, je te parle vraiment de transparence. Ce que j'avais pas eu moi au départ, je le fais pour mes clients. On met tous les frais de A à Z, item par item, hors frais d'agence qui sont mentionnés à côté. Tout ce que je mets, ce sont les tarifs de l'administration. À chaque fois, j'ai des factures. Si la personne veut consulter les factures pour montrer qu'est-ce que j'ai chargé, qu'est-ce que j'ai payé auprès de l'administration et que ça correspond. Je vais mettre un certain nombre d'informations sur le type de solution proposée et je vais mettre la chronologie dans laquelle on va faire les choses. Et la chronologie, c'est toujours la même, quel que soit le type de société. Donc, on crée la société pour la personne. Ça, pour le coup, on peut remplacer la personne. On va s'occuper de tout ce qui est enregistrement administratif pour la société. On va le faire à la place de la personne. Donc, quand je parle d'enregistrement administratif, ça peut être des enregistrements auprès de l'immigration pour ensuite enregistrer un visa résident. Ça peut être également des enregistrements, tu sais, par exemple pour la corporate tax, obtenir un numéro d'imposition pour sa société. Il faut savoir que cette démarche, si elle n'est pas faite dans les 3 mois de la création de la société, on a une amende quand même de 2 500 €. C'est forfaitaire non négociable.
Donc ça, on va s'en occuper. Excuse-moi, je peux me permettre de faire une petite Ensuite, parenthèse. ouais, vas-y, Petite parenthèse. dis-moi. Cette corporate tax, j'allais payer ces 2500 euros, mais heureusement, tu vois, Ganui m'a prévenu et m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire et elle s'est vraiment occupée de tout. Donc, tu vois, tu parles d'accompagnement. Enfin, je suis là, je parlais au public, mais cet aspect accompagnement, en fait, c'est là que je me rends compte qu'il est hyper important parce que on voit plein de problèmes. Il y a plein de problèmes qu'on ne voit pas. Quand on arrive à Dubaï, il y a plein de problèmes qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Et c'est, comme tu as dit, c'est un pays en évolution. Donc, il y a des nouvelles lois qui apparaissent d'un coup. C'est très volatile. Et au fait, faut avoir une veille par rapport aux nouvelles informations qui arrivent. Et c'est là que je me rends compte que, par rapport à toi, les problèmes, on les convertit en défis. C'est-à-dire que une fois que tu as le problème et que tu n'es pas accompagné, ça va rester un problème. Et tu vas galérer à trouver la solution. Mais quand tu es accompagné par une personne qui est pro, et je ne dis pas ça parce que on se connaît depuis des années, mais justement parce que j'ai l'expérience d'être avec toi, eh bien, ce problème n'est plus un problème, mais il se convertit en défi pour te faciliter les choses et te laisser l'esprit tranquille. Donc voilà, bon, je referme la parenthèse et Bien je sûr. te laisse partir. Non, mais c'est une bonne parenthèse parce qu'en fait, on a l'impression, par exemple, en Europe, on va dire entre guillemets, on est mal habitué à ça parce que finalement, on est assez changement majeur, par exemple l'introduction des impôts, hein, ça aurait été un changement majeur en Europe. On aurait eu des débats à la télé, on aurait eu des manifestations dans les rues, on aurait peut-être eu un référendum ou un vote qui aurait pu être organisé. On aurait eu un aller-retour entre les députés, le Sénat, etc. sur le projet de loi. Le projet de loi, il aurait pu être consulté. On y aurait un certain nombre de professeurs, de personnes qui sont aussi dans par exemple, de métier du droit, qui seraient allés voir ce qu'il en disait, livrer leurs avis sur ce sujet-là. Les Émirats arabes unis, le fonctionnement, il est quand même pas aussi long, déjà, première chose, dans une prise de décision. Et il n'est pas autant livré au public et au débat. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont voulu introduire la corporate tax. Je sais que l'avis des instances religieuses a été pris en compte, mais finalement, ça n'a pas donné lieu à des débats sur des plateaux télé, ça n'a pas donné lieu à plein de médias qui allaient en parler, de quelles étaient les conséquences, quelles seraient les applications, etc. Donc on a vite fait aux Émirats de passer à côté de l'info, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça aussi que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une veille pour nos clients. Quand il y a un changement juridique, administratif, on fait un email à tout le monde où on explique, où on édite des guides, on essaye quand même d'avoir ce côté pédagogique. Ça, c'est sur la partie, finalement, globalement, information, rapidité. Et donc, on a ce suivi-là qu'on offre à tout le monde, hein, c'est pas un forfait mensuel, c'est que s'il y a un changement administratif juridique, on communique à ce sujet auprès de tous nos clients parce qu'on sait qu'on a aussi une partie de nos clients qui ne vivent pas aux Émirats arabes unis. Donc en plus que ceux qui sont aux Émirats arabes unis, on n'a pas forcément accès à l'information de manière aussi importante. On croule pas sous l'information. Ceux qui en plus sont à l'extérieur des Émirats arabes unis, c'est encore pire. Donc ça, on va dire, c'est société, enregistrement administratif, c'est les deux premières étapes, quoi qu'il arrive. Ensuite, demande de visa résident. Ça peut être depuis ou de l'étranger ou sur le territoire en fonction de la situation de la personne, mais ça, on s'en occupe également. Une fois que le visa est validé, on va aller faire la visite médicale. Donc ça, pour le coup, on ne peut plus remplacer la personne. Parce que la visite médicale, jusqu'à preuve du contraire, c'est pour la personne en question. Donc on vient avec la personne, mais physiquement. Dans le centre médical, la visite médicale, en quoi elle consiste aux Émirats? C'est une prise de sang, une radio des poumons, pour tester tout ce qui est lèpre, VIH, hépatite, tuberculose, qui sont des maladies qui sont assez graves en général, surtout si elles ne sont pas traitées, et qui peuvent se propager. Donc ce sont les maladies testées ici aux Émirats. Nous, on vient, comme ça on sait que ça se passe bien. On a eu quelques cas de personnes qui tombent dans les pommes, des choses comme ça. Donc on est là, et puis au moins on peut vous dire où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut tendre le bras, où est-ce qu'on va pour le scanner des poumons, etc. Ensuite, prise d'empreinte digitale. Tous les résidents aux Émirats, on a une prise d'empreinte digitale, prise de photos. Ça, pareil, on vient.
Parmi les défis, entre guillemets, c'est vraiment rien, hein. Mais on a des gens parfois qui ont des ongles beaucoup trop longs, des filles qui ont des ongles beaucoup trop longs pour faire les empreintes. Donc on fait le lien avec l'administration pour que ça se passe au mieux. Validation du visa résident, ça c'est nous qui le faisons, puisque le premier visa qu'on obtient, c'est un visa temporaire sous réserve d'avoir une visite médicale qui revienne avec des résultats qui soient corrects. Donc validation du visa résident. Obtention de la carte d'identité des Émirats, c'est nous qui la récupérons. Et ensuite, c'est nous qui ouvrons les comptes bancaires personnels et professionnels de la personne. Et puis en fait, finalement, sur ce temps-là, c'est du temps qui est gagné pour visiter des logements, pour peut-être voir un petit peu, ouvrir des opportunités, créer des partenariats, trouver des contrats. Mais en tout cas, la partie administrative et la partie même juridique, puisqu'on s'occupe aussi de la rédaction des statuts des sociétés, etc., ça, c'est nous qui le faisons. Tu sais, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, Guenouille, c'est que quand je t'écoute, ça m'allège l'esprit. Parce que moi, je me rappelle, février 2017, quand je suis arrivé à Dubaï, ça m'avait l'air tellement compliqué. Et là, ben, tu vois, tu en reviens aux premiers éléments que tu as cités en début de cet entretien, c'est que tu as dit, on veut résoudre un problème, trouver une solution. Et là, je le sens, tu vois, là, on trouve la résolution d'un problème qui était difficile à Dubaï, en tout cas de mon côté. Et c'est là-dessus que j'aimerais rebondir sur une autre question, qui est pas, c'est peut-être ma dernière question, parce que je vois qu'on a déjà fait 1 heure d'entretien, mais c'est une question liée plus à l'entrepreneuriat. Ce que je veux dire par là, c'est que en t'ayant écouté, et je pense que le public aussi ressent ça, c'est qu'on ressent à la fois un côté qui est humain, qui est dans la recherche de la compréhension de l'autre, et ça, je peux le valider parce que je l'ai vécu, hein, au sein de ton entreprise, j'ai ressenti ce côté qui est très humain, parce que je me rappelle très bien que quand j'allais dans d'autres agences, mais c'était vraiment très robotique, très fermé, j'avais le sentiment d'être jugé. T'as de l'argent ou pas? Oh, tu m'intéresses pas, allez, bye bye, tu vois. Et là, je ressens vraiment ce côté humain, on se dit, c'est pas grave, allez, on va essayer de faire quelque chose. Mais en même temps, ce côté humain est balancé avec un côté très professionnel. Et la question que j'aimerais te poser, Guenouille, c'est que moi, te connaissant, je sais que tu es, toi et Malik, ton partenaire dans la société, vous êtes des entrepreneurs de top niveau. Et je le dis parce que j'ai vu toutes sortes d'entrepreneurs. Vous, je vous ai vu commencer et je vois où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, vous êtes, et je dis devant la caméra, peut-être les plus grandes inspirations entrepreneuriales que j'ai dans ma vie. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu au plus près. Et j'ai vu une réalité. J'ai vu la manière dont on travaille. J'ai vu quelles sont les qualités qui sont liées aux entrepreneurs de haut niveau. Et la question que j'aimerais te poser, Guenouille, c'est quelles sont selon toi une ou deux qualités principales pour peut-être pas être un entrepreneur de haut niveau, mais réussir son entreprise? Alors ça, c'est une... Il faut avoir les épaules pour ce type de compliment. Merci en tout cas. Je vais te dire je vais peut-être digresser un peu puis après je vais te répondre. Mais globalement, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Il y avait sur TikTok ou je sais plus quelque chose comme ça qui parlait des luxes qu'on a dans la vie. Et parmi les luxes qu'on avait dans la vie, on a la santé, forcément. On a le fait d'être entouré, d'être aimé. On va avoir des choses, on va dire, le fait de pouvoir passer du temps avec ses proches. On va avoir l'argent aussi, ça fait partie des luxes qu'on a dans la vie. Et on va avoir aussi le fait d'avoir un métier qui a du sens. Alors, avoir un métier qui a du sens, ça ne veut pas dire que ça a du sens pour tout le monde. C'est-à-dire que si demain je parle d'un métier qui a du sens, peut-être que la plupart des gens ils vont me dire oui, on va sauver les animaux, on va sauver l'écologie, on va protéger la planète, etc., etc. Avoir un métier qui a du sens, ça peut être aussi avoir un métier qui a du sens par rapport à ce qu'on est capable de donner. Avoir un métier qui a du sens aussi par rapport à ce qu'on aime donner aussi.
puisqu'on n'est pas tous en capacité, on n'a peut-être pas tous les mêmes connaissances, ou on n'a peut-être pas tous les mêmes capacités, même physiques ou cognitives, de proposer l'intégralité de ce qu'on aimerait apporter au monde. Mais il y a une chose qui est importante pour moi, c'est apporter quelque chose d'important, enfin apporter un plus. Ça peut être un soulagement, c'est pas forcément un énorme plus, mais apporter soit un soulagement, apporter une aide, apporter une oreille. C'est des choses qui sont précieuses, et je pense que n'importe qui est déjà tombé en dépression ou qui a eu la perte d'un proche, finalement, c'était pas, parce qu'on a parlé d'argent, de succès, etc. C'est pas l'argent, le succès qui l'a consolé, c'était peut-être l'oreille attentive ou le soutien qui a été perçu pendant tout ce moment-là. Et moi, de toute façon, tu l'as rencontré, mon papa. J'ai un papa qui a décidé d'avoir une vie qui était différente de celle des autres, qui ne travaille pas ou très peu, et qui a décidé de ne rien posséder d'un point de vue matériel. Donc, on peut, et c'est un luxe, on peut être heureux sans forcément posséder quelque chose. Moi, j'ai auparavant, parce que pareil, je dis, il faut utiliser ses compétences au profit d'eux. J'ai été beaucoup dans des associations d'aide juridique, parce que c'est ça ma compétence, et c'est ça que je peux apporter pour aider des personnes qui effectivement avaient des démêlés au niveau contractuel, qui avaient des problèmes, entre guillemets, pour s'en sortir sur des choses où moi, je pouvais voir le même problème, pas comme un problème, mais tout simplement voir les choses comme, on va dire, un enchevêtrement de petits éléments, mais qu'on pouvait facilement peut-être démêler avec un courrier, avec une mise en demeure, avec quelques articles de loi bien placés. Donc en soi, on a toujours quelque chose à apporter à l'autre. Donc ça, c'est peut-être la première chose, c'est avoir un métier qui a du sens. Et je dis pas qu'on est plus humain que d'autres, mais ce qu'on essaye d'apporter aux autres, c'est pas juste, bah, t'as un problème, je te donne une solution. Par exemple, t'es en obésité morbide et il faut faire quelque chose, je te donne pas des pilules pour maigrir. J'essaye de trouver quelque chose qui est déjà durable dans le temps, j'essaye de trouver quelque chose qui correspond à ce que je peux apporter. Parce que par exemple, sur la perte de poids, je ne peux pas apporter grand-chose en termes de compétences. Mais disons qu'on essaye toujours de faire quelque chose de bien, mais pas que pour les clients. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui a payé dans notre cas de figure, parce qu'on a commencé à 2 et là, on est 14 au bureau. Donc on a grandi depuis le moment où tu nous as connus. Parce qu'il faut le dire, hein, 4e bureau, toujours un petit peu plus grand, une équipe de 14 personnes, mais une équipe de 14 personnes, le côté humain, il faut aussi que cette équipe la ressente. Et donc nous, on a un peu, j'ai envie de dire, la volonté de manager un peu comme les bons pères de famille, comme ça pouvait être fait peut-être dans l'ancienne France, où on fait très attention aux sentiments de chacun, aux besoins de chacun, ce qui n'est pas forcément le cas chez tous les employeurs aux Émirats Arabes Unis. C'est pour ça que je dis on n'est pas parfait, mais on essaye de faire mieux peut-être qu'ailleurs. Et c'est ce qui fait aussi qu'on réussit, c'est qu'on a une équipe qui nous a toujours suivis. On a personne qui est parti comme ça du jour au lendemain. Donc on a aussi toute cette expérience de tous ces postes différents qui nous accompagnent au quotidien dans l'accompagnement de nos clients, qui est cumulée à travers toutes ces personnes-là qui nous suivent finalement dans le quotidien de l'entreprise. Donc ça, c'était la deuxième petite remarque. Et après, les qualités qu'on doit avoir vraiment si on veut réussir aux Émirats Arabes Unis, je dirais la discipline. Ça, c'est mon premier. Je vais revenir sur l'exercice physique, mais je suis la première personne, vraiment, qui n'aime pas le sport, qui ne trouve pas la motivation de le faire, ou en tout cas, c'est une motivation qui est très temporaire et qui est très volatile aussi. Mais par contre, quelque chose que j'ai, c'est la discipline. C'est-à-dire que quand je décide d'aller au sport, par exemple, tous les matins à 6 heures, je vais aller au sport tous les matins à 6 heures. Que j'ai envie ou pas envie, je ne vais plus me demander est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je suis motivée ce matin? Est-ce que j'ai envie d'aller au sport? Non. J'ai mis ça dans mon agenda, je le fais. Et je pense que ça, c'est la première qualité. Pas pour dire aux gens d'aller faire du sport, même bien que si, ça c'est très positif. Hein. Mais par exemple, si demain, moi quand je m'étais accordée avec toi en disant tiens Aziz, je ferai une vidéo par semaine sur YouTube, que je sois malade, pas malade, que je l'aime cette vidéo, que je l'aime pas, que j'aime ma tête ou pas, ma voix ou pas, ou qu'elle soit sur un sujet que je trouve bien traité ou auquel j'aurais peut-être pu apporter du mieux, parce qu'on a toujours l'impression qu'on peut apporter du mieux, la vidéo elle sort.
Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai vu chez pas mal de personnes, parfois qui se sont cassées la figure, c'est que parfois, ils me disent, ah mais Guénoué, j'ai préparé des posts sur Instagram, j'ai préparé des posts sur TikTok, etc. Et puis finalement, au bout d'un mois, je vois que le volume et la cadence de posts, c'est plus la même parce ils se découragent face à l'absence de résultats. Mais la discipline, c'est pas se décourager en fonction du résultat. C'est on a quelque chose à faire, on sait qu'on doit le faire dans un certain timing, on le fait. Donc ça, c'est la première chose, c'est la discipline. La deuxième chose que j'aurais tendance à te dire, c'est le fait de se lancer. Le fait de se lancer, ça c'est important. Bon, ça paraît bateau, hein. Tout le monde dit, bon, bah, il faut se lancer. Mais il y a des moments où on sent, moi je sens au téléphone que la personne, elle a tout ce qu'il faut. Elle a déjà son site, elle a déjà les compétences, elle a déjà quelques clients aux Émirats Arabes Unis. Ben, j'en ai un comme ça, c'est un ami à moi qui se reconnaîtra peut-être. Il a tout ce qu'il faut, mais il ne vient pas aux Émirats parce que, ah, et si ça ne marche pas? Et s'il perd les quelques clients qu'il a? Et si jamais, du coup, il dépense trop dans cette expatriation et du coup, il n'a plus assez d'argent pour aller sur la suite, etc. Donc, même ceux, je ne parle pas forcément de se lancer dans l'inconnu. Je suis la première à être quelqu'un qui prépare beaucoup, qui anticipe beaucoup. Mais à un moment donné, quand on n'aura jamais la situation où ça y est, les Émirats vous appellent, ils vous disent voilà, votre visa il est prêt, votre appartement il est meublé, venez quand vous voulez. Il n'y aura jamais cette situation-là. Donc à un moment donné, on y va, qu'on soit prêt, qu'on soit pas tout à fait prêt ou qu'on se sente pas tout à fait prêt. Si concrètement, et c'est là où on peut chercher aussi des avis extérieurs, moi ça m'arrive qu'on m'appelle et qu'on me dise ben voilà, mon projet c'est ça, 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 ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé de dire ouais, ce type de projet-là, peut-être qu'il faut le voir sous cet angle-là, parce que ici aux Émirats, la vie quotidienne, elle fait que, voilà. Mais prendre un avis extérieur et se lancer une fois qu'on a tout ça. Et après, peut-être la dernière chose, mais pas forcément qu'on doit avoir en soi, mais qu'on est un petit peu obligé de faire quand on est entrepreneur, je pense, c'est des sacrifices. Des sacrifices parce que nous, quand on a commencé alors peut-être une de mes premières erreurs, c'est moi, parce qu'on fait tous des erreurs, c'est de pas avoir embauché assez vite. Vraiment, ça c'était l'erreur que j'ai faite et où on a dû sacrifier beaucoup plus que ce qu'on aurait dû sacrifier en termes de sommeil, en termes de temps de travail, même en termes de vie personnelle, de tout. En fait, on a tout sacrifié pour ça parce que peut-être on n'avait pas embauché assez vite là où on aurait dû embaucher, mais le sacrifice, il est important. C'est-à-dire que on ne peut pas gagner quelque chose, ou en tout cas essayer de gagner quelque chose de grand, de faire quelque chose de plus grand, sans finalement perdre quelque chose de l'autre côté. Ça, c'est mon sentiment. C'est peut-être que mon retour personnel, mais j'ai un peu ce sentiment-là que quand on veut faire quelque chose de très grand, ou qu'on a certaines ambitions, moi, quand je suis partie de France, j'ai pas ressenti un soutien très important de la part d'anciens professeurs, camarades de classe. On peut avoir un très gros carnet d'adresses quand on est ça au début et qu'on annonce à son carnet d'adresses qu'on s'en va. On a quand même parfois cette petite... de toute façon, même quand on est en France, hein, et qu'on lance par exemple un magasin, un e-commerce de parfum. Les personnes au début qui sont autour de nous, les amis, etc., c'est pas forcément nos clients. Et donc on a aussi ce côté-là où souvent on a l'impression que du fait de l'amitié, ça sera nos premiers soutiens. Mais c'est pas vrai. Donc on a une espèce de sacrifice à faire et ce sacrifice-là, ça peut être soit à l'intérieur de soi-même, le fait d'accepter que le soutien qu'on recevra autour de nous de la part de notre entourage ou le soutien tout court qu'on attendait, ça sera peut-être pas celui-ci ou ça viendra peut-être pas de ces voies-là, mais aussi c'est le sacrifice de beaucoup beaucoup de choses d'un point de vue personnel pour arriver à ce dont on a envie à son objectif. Donc j'aurais tendance à dire c'est peut-être ces trois piliers-là qui conduisent à quelque chose en général. Je laisse ce petit silence. Je laisse ce petit silence parce que, franchement, ça m'a laissé sans voix, quoi. Ça m'a laissé sans voix. Et au fait, je pense que pour le public qui nous regarde, et je pense qu'on le ressent tous,
on a tous ressenti ce petit truc qui s'est réveillé en nous quand tu parlais. On s'est tous rappelé de toutes ces fois où on a peur de se lancer, de toutes ces fois où parfois on a laissé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de nos vies sans discipline, de toutes ces fois où parfois on n'ose pas faire les sacrifices, parce qu'il faut oser les faire déjà. Et ça a résonné en moi, je suis sûr que ça a résonné en tout le monde. Et Genui, je te remercie infiniment pour, pour ce temps que tu nous as accordé, parce que je sais que ton temps est très précieux. Et pour moi, c'était très important de t'avoir parmi les premiers invités de ce nouveau podcast, parce que je sais que tu partages de la valeur de très haute qualité. Et là, tu as partagé avec nous de la valeur de très haute qualité, que ce soit si quelqu'un veut s'installer à Dubaï et lancer son entreprise à Dubaï, ou que ce soit même juste d'un point de vue du mindset de l'entrepreneur. Maintenant, moi, ce que je propose aussi aux gens, c'est quoi? C'est que pour ceux qui veulent en savoir plus par rapport à l'installation, à comment est-ce qu'on crée une société à Dubaï, je mettrai en lien, en commentaire, et en... Comment est-ce qu'on dit en français? Pas en commentaire épinglé, j'en perds mon français. Je mettrai déjà le lien vers ta chaîne YouTube, et je mettrai aussi un lien où les gens pourront directement te joindre pour justement peut-être approcher cette consultation gratuite dont tu nous parlais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui ont ce besoin de se libérer des tâches administratives, de plein de freins qu'ils ont autour d'eux, et de pouvoir recommencer un nouveau souffle dans un environnement qui est propice au développement je dirais pas de leur entreprise, mais de ce rêve, au fait, tu vois. Et, et franchement, là, tu as fait vraiment... Moi, en tout cas, tu m'as convaincu. Si je te connaissais pas, tu m'as convaincu. Et Genui, encore une fois, un grand merci à toi. Et j'espère te retrouver pour un prochain podcast, que ce soit ici chez nous ou sur ta chaîne à toi. Bah, avec grand plaisir. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup. Je suis aussi très honorée de participer à cette chaîne. Et je tiens à dire quand même, parce que ça fait longtemps que je te connais, que au-delà de la chaîne YouTube, réellement, concrètement, dans l'humain, on les retrouve ces qualités-là. La discipline, le courage, le fait aussi de donner de sa personne. Et je pense que c'est important de le rappeler, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont des façades dans la vie. Et toi, c'est pas le cas. Donc, c'était pour ça aussi que j'ai accepté avec grand plaisir cette invitation et que je serais très contente de t'avoir aussi si tu veux passer Avec sur la grand chaîne. plaisir, Genui, grand plaisir. Allez, je vous laisse et merci Merci beaucoup. beaucoup. Et n'oubliez pas, il n'y a que vous qui pouvez transformer votre vie. Il n'y a que vous.